Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, comme promis, sur les démarches à effectuer sur le guichet unique et aujourd'hui concernant une immatriculation. Donc la première des choses à faire est de vous connecter via France Connect Plus et l'identité numérique de la Poste pour pouvoir signer votre formalité à la fin de l'identité numérique de la Poste. On va vous demander votre numéro de mobile. Donc là, vous renseignez votre numéro de mobile et ensuite, ça se passe sur votre application smartphone, l'identité numérique de la Poste. Une fois que vous avez validé avec l'identité numérique de la Poste, vous retrouvez sur l'interface du guichet unique. Ce qui va concerner la micro-entreprise et les immatriculations, ce sera cet onglet-là et cet onglet-là. Aujourd'hui, on fait une création de micro-entreprise. Donc l'interface principale, modification, cessation, dépôt d'acte, correction ou complétion, ça se passera ici. Il faudra taper votre sirène si vous souhaitez ajouter une activité, faire une cessation, une modification, peu importe. Là, il faudra taper votre sirène et modifier l'entreprise. Aujourd'hui, on fait une création d'entreprise. Donc si vous avez un petit topo explicatif avec des liens, vous pouvez les lire à l'occasion. Une micro-entreprise est une entreprise individuelle, donc on va créer une entreprise individuelle. Pour les personnes morales, ce sont les sociétés. Exploitation en commun, c'est par exemple une GIE. Souhaitez-vous opter pour le statut de micro-entrepreneur? C'est la question peut-être la plus importante à laquelle il ne faut pas se tromper, donc il faut cliquer oui. Si vous mettez non, vous serez au réel et ce n'est pas du tout les mêmes obligations. Normalement, vous n'avez jamais été immatriculé, donc vous cliquez non. La première des choses est de donner un nom à votre brouillon pour retrouver votre brouillon lorsque vous allez vous déconnecter. Si jamais il y a un souci avec l'ordinateur, au moins vous ne perdez pas vos modifications. On revérifie une deuxième fois que tout est bon ici. Le prénom 1, le prénom 2, votre nom de naissance. Pour vous, mesdames, c'est votre nom de jeune fille. Et si vous êtes marié, votre nom d'usage. Autant de prénoms que de prénoms qui figurent sur votre carte d'identité. Le titre, ça ne vous concerne pas, sauf si vous êtes docteur, professeur. Pseudonyme, c'est pareil, c'est pour les artistes, leur nom d'artiste. Votre date de naissance, le pays de naissance, votre nationalité, la situation matrimoniale. Si vous mettez marié, on vous demandera la fonction de votre conjoint. En micro-entreprise, c'est soit collaborateur ou aucun collaborateur. Il y aura des charges en plus à payer, ça n'est pas toujours avantageux. Donc ici, célibataire. Je remplis les informations et je reviens vite pour reprendre à l'étape suivante. Concernant votre numéro de sécurité sociale, il ne faut pas oublier de le remplir. Activité non salariée antérieure, c'est si vous avez déjà été immatriculé. Au niveau du régime d'assurance maladie, soit agricole, MSA, autre, RENIM, non salarié non agricole, la plupart du temps, c'est régime général. La demande d'acre auprès de l'URSSAF, généralement, c'est non. Exercice d'une activité simultanée, c'est important si vous êtes à la fois salarié et que vous créez votre micro-entreprise, de cliquer sur oui et de préciser votre situation, car en cas d'arrêt maladie, vous pourrez bénéficier de vos indemnités journalières en qualité de salarié, alors qu'au niveau de la micro-entreprise, la première année, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc c'est très très important de bien choisir. Donc vous voyez ici, j'ai rempli toutes les informations. Voilà, vous avez la proposition, champ obligatoire. Si vous ne trouvez pas votre adresse, vous pouvez la rentrer manuellement. Votre adresse mail, numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale qui est ici caché et ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, étape suivante. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Il faut noter oui si l'entreprise sera chez vous. C'est possible aussi d'avoir recours à une société de domiciliation. Dans ce cas-là, vous notez oui, mais il faut savoir que si vous êtes en activité libérale BNC, ce n'est plus possible de se domicilier. Dans le cas d'une domiciliation, il faudra joindre la copie du contrat de domiciliation et l'attestation de domiciliation. Cette case est à cocher si c'est chez vous, car si vous déménagez, vous serez obligé de faire un transfert de siège social. Ensuite, étape suivante.
Le contrat d'appui, vous devez le savoir. Représentant, il n'y en a pas. L'insaisissabilité, c'est très important de noter non. Si vous notez oui, en fait, vous êtes d'accord pour partager votre patrimoine personnel et professionnel pour votre micro-entreprise, alors que vous avez la possibilité de séparer les deux, sauf pour les dettes sociales et fiscales. Ça serait dommage de renoncer. Pour les résidences secondaires, si vous souhaitez déclarer une insaisissabilité sur votre résidence secondaire, il faudra passer devant chez le notaire et obtenir une attestation notariée qu'il faudra joindre. On arrive à la partie établissement. Donc le nom commercial, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez en mettre un. Il faut vous assurer qu'il ne soit pas déjà pris par quelqu'un. Très important. L'adresse, vous reprenez la vôtre, si c'est chez vous évidemment. Dans tous les cas, c'est l'adresse que vous avez renseignée. En micro-entreprise, en règle générale, on n'a pas de salariés. Et vous arrivez donc, voilà, sur votre établissement, on reprend toutes les informations et nous sommes prêts à ajouter une activité, les fameuses activités. Étant donné que c'est l'activité la première, on va noter qu'elle est principale. Au niveau de la date de début d'activité, à partir de la date où vous faites votre formalité, vous ne pouvez pas débuter votre activité plus d'1 mois après cette date ou l'avoir débuté plus de 15 jours avant cette date. L'activité permanente ou saisonnière, c'est vous qui le savez aussi. Saisonnière, c'est quand on ne le fait pas toute l'année. Manière ambulante, ça concerne essentiellement les marchés, les foires. Si vous exercez sur les marchés et les foires, sinon vous mettez non. La description de l'activité, il faut essayer d'être assez bref pour ne pas trop en mettre. Si vous en mettez trop, ça va perturber l'INSEE. C'est un bot qui détermine votre code APE. Donc voilà, le plus bref possible. Quand il y a besoin de détails, vous en mettez quelques-uns. Mais il ne faut pas non plus faire un roman. Au niveau de la catégorisation des activités, là, c'est très compliqué pour tout le monde. Donc, si vous avez un souci, dans ce cas-là, moi, je vous propose de me contacter parce que le chatbot, il n'est pas du tout adapté, mais alors pas du tout. Et généralement, on tombe à côté de ce qu'il faut au niveau de la catégorisation. Donc ici, je suis assistante administrative. Donc, je vais chercher, hop, voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une forme artisanale. Quand on est en artisanal, ça peut être de l'artisanal réglementé. Dans ce cas-là, au niveau de l'artisanal réglementé, il faut joindre un JQPA. Ici, il n'y en a pas pour... On n'est pas en réglementé. Mais autrement, il faudra en joindre un, par exemple, pour le BTP. Le type d'origine, c'est une création. Suivant. Voilà, donc là, on se retrouve avec l'activité qu'on vient de créer, qui est bien l'activité principale. Si on souhaite ajouter d'autres activités, c'est ici que ça se passe. Et s'il n'y en a pas d'autres, étape suivante. Le nom de domaine internet, ce n'est pas une obligation non plus. Si vous avez réservé un nom, en revanche, il faut le noter. Étape suivante. Au niveau des options fiscales, le versement libératoire n'est pas toujours avantageux. Il faut savoir que si vous n'êtes pas imposable, en règle générale, ça ne vaut pas le coup. Donc, vous pouvez faire une simulation sur le site des impôts pour voir ce qui est le plus avantageux pour vous. Mais il faut aussi être conscient que le versement libératoire, vous allez payer tous les mois en plus sur vos cotisations un pourcentage supplémentaire qui ne vous sera pas remboursé même si vous êtes non imposable. Et on arrive au niveau des justificatifs. Dans tous les cas, il faudra joindre la copie de la carte nationale d'identité. Donc vous choisissez et vous venez chercher votre justificatif. La DHNC, qui est en doublon systématiquement, ces deux-là, c'est la même chose. Si vous joignez ça, il ne faut pas joindre ça. Le justificatif de l'adresse de l'entreprise, donc une facture EDF qui date de moins de 3 mois, tout ce qui est possible de justifier. Si vous êtes locataire, il faudra également joindre l'autorisation de votre bailleur. Vous voyez là, on ne peut plus rien mettre de documents, donc on va aller sélectionner d'autres documents. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la justificatif de jouissance des locaux.
Si vous êtes locataire, vous devez mettre donc l'autorisation de votre bailleur. Si vous êtes propriétaire, la copie de votre taxe foncière. Si vous êtes marié, vous allez devoir également joindre l'attestation d'information donnée à conjoint. Et voilà, donc là, vous avez mis tous vos justificatifs. Ce qu'il peut y avoir d'autre, donc ça peut être par exemple votre diplôme, si vous êtes en artisanal réglementé, un CAP par exemple. Il faut savoir aussi que l'attestation d'information à conjoint, c'est un acte. Quand vous allez créer une entreprise commerciale, le dépôt d'acte sera payant, 7,63 €. Ce n'est pas le cas pour les activités libérales ni artisanales. Donc ne vous étonnez pas quand vous allez valider vos pièces jointes et arriver à la fin de la formalité. Si vous avez une activité commerciale qu'on vous demande 7,63 €, c'est normal. Donc, on a joint tous les justificatifs. Ici, je reviens quand même vite fait là. Au niveau représentant mandataire, ça ne me concerne pas. C'est quand moi j'effectue les formalités pour mes clients, je dois joindre un mandat. On arrive à l'avant-dernière étape. Donc, observation, je vous conseille de noter tous les doutes que vous pourriez avoir, quoi que ce soit. Au moins, vous pouvez communiquer. Il n'y a pas beaucoup de place, mais vous communiquez avec l'organisme de validation. Notamment, si vous envoyez votre dossier et qu'il y a une demande de régularisation, vous pouvez commenter par rapport à votre régularisation ici. Je vous conseille de ne pas cocher cette case parce que si vous cochez, personne ne vous trouvera, ni vos fournisseurs, ni vos clients, ni vos autres partenaires. Si vous êtes dans le service à la personne, pareil, quand vous allez faire votre déclaration Nova, si vous avez coché cette case, vous ne pourrez pas faire votre déclaration Nova, on ne vous trouvera pas. Donc, évitez de cocher cette case. En revanche, ici, oui, c'est de la prospection, on reçoit suffisamment d'arnaques et de courriers, donc là, opposez-vous, vous serez tranquille. Correspondance, on reprend l'entreprise, la même adresse, le courriel, on reprend le courriel et le numéro de téléphone. On passe à l'étape suivante. Voilà, là vous avez le récapitulatif, donc vos informations entre le déclarant et l'entreprise déclarante. Donc là, moi, ça sera toujours moi quand je fais pour les mandats pour mes clients. Et là, c'est le nom de votre client. L'organisme de validation, CMA Hauts-de-France, ça pourrait être le tribunal de commerce, l'INSEE. Donc la CMA, les délais sont variables, entre 48 heures et plus de 45 jours, selon les régions. Le tribunal de commerce, c'est pareil. Généralement, on a une validation en 48 heures maximum, à part de rares exceptions où on est sur à peu près 3 semaines. Et l'INSEE, vous avez une validation quasi instantanée. Et c'est pas de la magie, mais c'est comme ça. Je vous conseille de tout vérifier. Vous rouvrez tout, vous redéroulez tout et vous vérifiez toutes les informations pour être sûr de n'avoir rien oublié, de ne pas vous être trompé dans vos choix. C'est très important. Et on arrive à la validation du dossier en lui-même. Mais je vous ai fait une petite copie d'écran, donc je vais vous montrer ce qui se passe quand vous faites valider le dossier juste après. Voilà, au niveau final, vous aurez la synthèse possible de le télécharger en cliquant là-dessus et ensuite vous faites signer la formalité et votre formalité est transmise. À la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, je l'ai fait vraiment pour servir au plus grand nombre. Pardonnez-moi parce que c'est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez nombreux à la partager, que je prendrai l'habitude de faire des vidéos, qu'elles sont de meilleure qualité et que vous serez fidèles à toutes les vidéos que je vais pouvoir publier. Si vous avez des idées de vidéos, il ne faut pas hésiter à venir me les mettre en commentaire, à me contacter. Et donc voici, comme promis, tous les documents qu'il va falloir fournir avec votre formalité. Donc dans tous les cas, la carte d'identité, le passeport ou le titre de séjour selon votre situation, le justificatif de domicile personnel de moins de 3 mois, donc pour le justificatif de l'adresse de domicile, donc fournisseur énergie, internet, téléphone portable, il faut éviter parce que parfois ça ne passe pas, parce qu'un téléphone portable, ça ne veut pas dire que vous habitez à la même adresse.
Le justificatif de jouissance des locaux, donc si vous êtes locataire, l'autorisation du propriétaire ou un bail commercial. Et si vous êtes propriétaire, votre dernière taxe foncière ou ensuite, ce qui est accepté également, c'est le titre de propriété. L'attestation de filiation donc à donation, ce qu'on appelle le DHNC, tous ces documents-là, je les ai en vierge, donc vous pouvez me les demander, il n'y a aucun souci. Le reste, ça va dépendre de votre situation particulière. Ça dépend si votre conjoint va avoir une activité dans votre entreprise ou non. Si vous êtes en domiciliation commerciale, c'est également différent, comme j'ai pu vous l'expliquer. Il va falloir joindre le contrat de domiciliation, l'extrait d'immatriculation de la société domiciliataire. Quand vous êtes en activité artisanale réglementée, il faudra joindre le JQPA, donc ce qui est, c'est votre diplôme ou un justificatif d'activité professionnelle mentionnant bien l'activité de 36 mois. Ce sont les plus grosses choses, voilà, à joindre. Et en général, si vous suivez tout ce tuto-là, normalement, votre formalité, elle passe du premier coup. Si vous avez un doute, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me poser vos questions. À bientôt!